Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entrepreneus. Comme d'habitude, nous allons parler d'entrepreneuriat et aujourd'hui, on a un plateau plutôt riche que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais avant, nous allons parler d'Henri Bistoquet. On vous a déjà parlé de ce monsieur. Il a sorti un livre qui s'appelle Réflexions personnelles et non hiérarchisées sur nos comportements par un consommateur guadeloupéen mais qui se soigne. Donc c'est un livre qu'il va vous présenter mercredi 7 juillet à 21h à 18h30 à l'appontement Forbin à Carénage à Pointe-à-Pitre. Donc je pense que vous savez où ça se situe, mais n'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez appeler les maisons d'édition Negmaron, donc 05 90 59 89 92 05 90 59 89 92 pour aller à cet événement. Donc il va faire des dédicaces et franchement ce livre est très intéressant. Moi j'ai commencé à le lire. C'est un livre qu'il a écrit en 2002, en juin 2002, et qui parlait déjà de tout ce que l'on parle aujourd'hui politiquement. Donc il parlait de biodiversité, il parlait de culture, il parlait de ce qu'il faut faire au niveau du sport pour qu'on puisse développer notre sport guadeloupéen et travailler autour de nous avec la Caraïbe. Il parle de tout ce qui est initiative de production culturelle. Donc c'est vraiment tous les sujets dont on parle aujourd'hui, la Caraïbe d'en haut et la Caraïbe d'en bas, comme il dit. Il parle aussi de la musique afin de nous rassembler et de pouvoir développer économiquement ce qu'il fait que nous sommes nous. Donc il était enseignant en gestion, droit et économie et management et désormais il est à la retraite et il se concentre sur tout ce qu'il a appris et sur tout ce qu'il a transmis à nos jeunes qui sont maintenant partis à l'étranger pour être des grands intellectuels dans d'autres pays. Donc je pense que c'est très intéressant de voir ce qu'il a à dire et il a réussi à former et à développer beaucoup d'esprits guadeloupéens qui ont réussi dans le monde. Donc je pense qu'on peut vraiment considérer ce grand monsieur comme notre élite. On va dire ça, comme notre élite. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Alors, bienvenue sur notre plateau. Alors, merci d'être là cet après-midi. On va commencer avec vous, Monsieur Casimir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer pourquoi vous êtes là ? Je m'appelle Gilles Casimir, je suis coach professionnel et responsable de développement commercial dans une entreprise. Et je suis là pour parler de développement personnel, de coaching dans le domaine de l'entrepreneuriat, des porteurs de projets. Et je pense qu'on va passer un bon moment. Bon, ça c'est génial, on va revenir avec vous tout à l'heure et on va vraiment rentrer en profondeur dans tout ça, ça va être très intéressant. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors monsieur Philippe Quilot et monsieur Ludovic de Gaillande, comment est-ce que vous allez ? Ça se passe comment ? Très bien, on est bien. Ensemble, ça va ? Bon, on va commencer avec vous, donc je vais vous laisser vous présenter et nous expliquer pourquoi vous êtes venus ce soir. Je commence. Allez-y, monsieur de Gaillande. Ludovic de Gaillande, oui. Donc moi, je suis responsable du pôle entreprise, économie, emploi à la DETS. La DETS dorénavant, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et donc, dans le cadre de l'émission, je suis très heureux de répondre à cette demande de pouvoir présenter un nouveau dispositif qui a été engagé cette année, qui s'appelle Transition collective, qu'on va pouvoir évoquer en duo, puisqu'on travaille étroitement ensemble à la réussite de cet exercice qui va permettre d'assurer de la reconversion aux salariés des entreprises qui peuvent se présenter en difficulté compte tenu de la crise ou d'autres mutations auxquelles elles sont confrontées. Bon ça c'est génial, monsieur Quilot. Donc vous, on a commencé, on va dire, un petit travail. Vous venez régulièrement, donc à peu près tous les mois, pour nous présenter les différentes formations et les différentes manières dont les gens peuvent se reconvertir et travailler, évoluer professionnellement. Donc je vous laisse vous représenter pour les gens qui n'ont pas vu les autres émissions et nous expliquer un petit peu de quoi on va parler ce soir.
Voilà, donc je suis Philippe Quillot, je suis chargé de mission à l'association Transition Pro. Donc pour fixer un petit peu les esprits, Transition Pro est la nouvelle appellation d'un organisme qui pendant 37 ans s'est appelé le FONGECIF et qui donc gérait un dispositif de congé individuel de formation. Dorénavant, nous sommes, la réforme nous a confié la tâche d'accompagner et de financer les transitions professionnelles, puisque c'est un petit peu le fil conducteur de nos différentes émissions, c'est qu'aujourd'hui, tous les travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants, sont confrontés en permanence à des incertitudes, à des évolutions technologiques, à des mutations organisationnelles, sociales, etc. Et donc, tout travailleur est amené à opérer des transitions professionnelles au cours de son parcours. Et donc, nous sommes là pour les accompagner et les sécuriser dans ces transitions. Alors, vous avez parlé de la réforme, mais les gens ne savent pas de quelle réforme il s'agit. Alors, allez-y, expliquez. Oui, donc, en 2018 a été votée une réforme qui a, pour certains de ses effets, en tout cas pour nous, s'est appliquée à partir de janvier 2020. Et donc, cette réforme, intitulée « Liberté de choisir son avenir professionnel », a institué de nouveaux dispositifs comme ambition de permettre de doter les travailleurs d'outils qui leur permettent eux-mêmes de piloter leur propre transition professionnelle en étant suffisamment avertis, mais aussi en étant accompagnés. Et c'est là où la réforme s'est vraiment développée, c'est que pendant longtemps, on a eu des droits à la formation, et dorénavant, on a aussi un droit à l'orientation et à l'accompagnement, et qui fait que il faut les deux pour qu'une personne puisse se sentir suffisamment sécurisée pour oser entreprendre, oser agir et faire le premier pas, celui qui coûte le plus en général. D'accord, alors c'est dans ce cadre que vous travaillez avec M. De Gaillarde. Vous allez nous présenter un point précis, enfin un dispositif précis ce soir. Oui. Vous nous avez envoyé une vidéo qu'on va vous passer pour que vous puissiez savoir un petit peu de quoi il s'agit. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on lance la vidéo ou on y va? Non, on peut y aller. Bon, on va passer la vidéo et après vous allez vraiment développer ce que c'est comme dispositif. Voilà, donc une petite vidéo explicative du ministère du Travail, puisque c'est un nouveau dispositif qu'on va vous présenter. Comment ça fonctionne, Monsieur De Gaillarde ? Alors ça fonctionne en plusieurs étapes, ce dispositif. Peut-être faire une petite introduction par rapport à ce qu'on a vu, qui est très parlant, bien illustré, sur ce qui est proposé tant à l'entreprise qu'aux salariés, puisque c'est une approche collective qui est proposée, transition collective. Tout d'abord, ça a été conçu avec l'ensemble des partenaires sociaux, ce dispositif, depuis l'année dernière. Et ça s'inscrit dans le plan de relance. Donc c'est un dispositif du plan de relance qui représente quand même 500 millions d'euros sur 2 ans sur l'ensemble de la France. Donc un dispositif important. Et comment ça marche? La première chose, c'est que c'est une approche collective. Ça ne marchera que si l'ensemble des partenaires, nous travaillons ensemble pour réussir un exercice qui nécessite de bien comprendre où sont les métiers fragilisés et où sont les métiers porteurs
pour l'avenir. Puisque l'intérêt et l'importance de cet exercice, c'est effectivement d'orienter des salariés qui savent que leur métier est fragilisé vers de nouveaux métiers et donc qui de manière volontaire vont aller vers l'apprentissage d'un nouveau métier pour pouvoir rester en activité sur leur bassin d'emploi, sur leur territoire. C'est bien pas ça. partir à 7000 km pour trouver d'autres solutions avec le même métier. Donc on travaille tous en collectif, en particulier donc, avec les OPCO, comme ça a été mentionné. C'est la porte d'entrée, je dirais, et l'interlocuteur principal des entreprises en termes d'information sur ce nouveau dispositif. Avec évidemment cette transition pro Guadeloupe, les CEP, et donc il y a aussi c'est le réseau EVA qui associe plusieurs acteurs du territoire pour pouvoir accompagner les salariés dans leurs projets de transition et de reconversion, et évidemment donc les entreprises, les fédérations, les entreprises pour pouvoir faciliter cette démarche, encore une fois collective. D'accord. Alors allez-y, expliquez-nous ce que vous vouliez nous dire. Votre dossier a l'air bien constitué pour qu'on puisse savoir un petit peu ce que vous avez mis en place. Comment ça fonctionne pour vous ? Oui, effectivement. Donc la première chose, vous avez peut-être une petite planche à présenter. Alors la première, on va mettre la première image. Voilà, de manière à ce que ce soit parlant. La première chose, comme je le disais, l'approche collective, elle est à tous les niveaux, y compris au niveau des acteurs qui vont contribuer à sa réussite. Et les premiers acteurs, la porte d'entrée, ça reste les OPCO. Donc en Guadeloupe, nous avons 7 OPCO qui sont représentés qui sont présents sur le territoire, dont certains interprofessionnels. Et donc ce sont les acteurs porte d'entrée, je dirais, pour une entreprise, pour pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, vers quel type d'activité on peut s'orienter, puisqu'on a travaillé avec ces acteurs et avec l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi et les partenaires socio-professionnels sur l'identification de métiers porteurs, de métiers en tension, qui permettent de faciliter une orientation des salariés qui souhaitent changer de métier. Et donc là, cet exercice-là, la particularité, c'est que c'est un travail à la fois de l'entreprise qui sait qu'elle est fragilisée soit par la crise économique qui nous touche, la crise sanitaire et économique, soit par des mutations économiques quelles qu'elles soient. On peut avoir une organisation complète d'un outil de production qui fait que certains métiers vont devenir obsolètes à terme. On peut avoir de nouveaux marchés, une diversification qui va nécessiter d'arrêter certaines activités par rapport à d'autres plus porteuses. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir une entreprise qui reste souple par rapport à ces enjeux. Et au niveau du personnel, au niveau des salariés, ça peut être important pour elles de réfléchir à comment certains métiers qui peuvent être en perte de vitesse sur quelques années, on peut les orienter vers d'autres solutions et donc vers d'autres entreprises. Donc ça, c'est le point essentiel, c'est comment est-ce qu'on accompagne un salarié tout en le gardant, tout en sécurisant son parcours, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas par la phase de chômage, mais qu'il reste salarié dans l'entreprise avec, comme on l'a vu dans le petit film, en maintenant sa rémunération. Donc ça, c'est vraiment le point important. Il est là, c'est au niveau des partenaires, de quelle manière on identifie les entreprises concernées. C'est le premier point. Alors le parcours lui-même, effectivement, l'important c'est que c'est un dispositif à froid, on va dire. Ça nécessite de réfléchir préalablement à quels sont les potentiels et quel est l'avenir de l'entreprise et comment elle va évoluer. Et par ailleurs, les métiers au sein de l'entreprise, lesquels risquent d'être fragilisés par une évolution de l'entreprise dans son environnement concurrentiel. Et donc ça, c'est un premier point, c'est qu'on va permettre à l'entreprise d'avoir du conseil, si elle souhaite pouvoir bénéficier de conseils par des prestataires spécialisés. Et ce premier point est important dans la mesure où une entreprise seule, surtout nos petites entreprises, ne va pas avoir nécessairement le recul nécessaire pour pouvoir faire toute cette analyse en interne de l'évolution des métiers. Une fois qu'on a une bonne visibilité et un diagnostic des métiers fragilisés au sein de l'entreprise, ça permet à l'entreprise, de manière collective, de préparer ce que l'on appelle un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels. Type GEPP, alors c'est moins exigeant qu'une GPEC réglementaire, mais ça permet d'avoir une bonne visibilité, une bonne compréhension des orientations qui vont être choisies, de l'impact sur chacun des métiers et quels métiers vont devoir bénéficier de formation mais vont rester dans l'entreprise et quels sont les métiers en revanche qui sont en perte de vitesse et pour lesquels il faut qu'on accompagne les salariés pour aller vers des nouvelles activités. Donc ça, c'est un point important. La phase suivante, si vous
présenter la deuxième illustration. La deuxième illustration, elle permet celle avec les flèches, d'avoir un visuel de ce que j'évoque. Voilà. J'ai évoqué la première phase qui était une phase de diagnostic et de conseil, si l'entreprise souhaite avoir un conseil extérieur. La seconde phase, c'est cette fameuse GEPP, gestion, emploi et parcours professionnel, qui permet de bien préciser les choses et que ce soit bien clair pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. La troisième phase, il va y avoir une information collective des salariés. Et ça va se faire avec Transition Pro, avec le CEP. Donc le CEP chez nous, c'est le CIBC qui est accompagné des chambres consulaires ainsi que du GIP Défi. Ils ont créé un consortium local de manière à pouvoir apporter une force de frappe d'accompagnement des salariés qui demandent à être orientés vers ce type de reconversion. D'accord. Donc il y a d'abord une information collective des salariés qui permet d'avoir une bonne vision de ce qui se prépare dans l'entreprise et des perspectives et surtout des conditions dans lesquelles cela va se faire. Ensuite, à titre individuel, le salarié va aller vers son CEP de manière à construire son parcours et de comprendre ce qui est le plus approprié par rapport à ce qu'il souhaite, par rapport à ses aspirations professionnelles, par rapport à ses compétences, ses capacités d'aller apprendre un nouveau métier, de manière à formaliser un projet de reconversion qui sera présenté ensuite dans une phase suivante. À ce stade-là, ce qui est important d'exprimer aux salariés, c'est que tout cet accompagnement va lui permettre de bénéficier d'une formation longue, puisque la particularité de Transition Collective, c'est qu'on va aller jusqu'à 2 ans de prise en charge, non seulement du salaire de la personne, mais de tous les frais pédagogiques concernant cette nouvelle formation lourde, puisque 2 ans, c'est quand même déjà des formations métiers qui sont importantes. Et par ailleurs, pour les entreprises de moins de 300 salariés, c'est-à-dire la quasi-totalité des entreprises de notre territoire, il n'y a pas de reste à charge. La prise en charge de l'État est à 100%, et donc pas de reste à charge pour l'entreprise. D'accord. Donc c'est un dispositif particulièrement dynamique sur cet aspect-là. Voilà pour les principaux points que je voulais évoquer en ce qui me concerne. Donc 24 mois. Alors encore une fois, l'important c'est aussi de bien avoir en tête que c'est une démarche volontaire du salarié. C'est pas l'entreprise qui impose à son salarié, c'est une démarche commune, collective. Plusieurs salariés sont intéressés à aller vers une évolution et c'est une opportunité d'apprendre un nouveau métier qui peut-être depuis longtemps ils envisageaient ou de découvrir les nouveaux métiers. L'une des actions pour lesquelles on a travaillé avec l'ensemble des acteurs, c'est donc la compréhension de ce qu'étaient les métiers en tension, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc les métiers porteurs, soit des métiers qui existent depuis longtemps et que d'année après année, on voit par exemple dans l'enquête de besoins en main-d'œuvre que fait Pôle emploi chaque année, on constate qu'il y a des grandes tendances, une stabilité sur les métiers les plus difficiles à pourvoir, dans le domaine de la construction, dans le domaine santé, dans toute une série de domaines pour lesquels on voit bien que les besoins des entreprises sont importants et assez stables d'une année à l'autre, mais ça peut être aussi bien sur des nouveaux métiers, des nouvelles activités qui se présentent sur notre territoire, sur des nouveaux métiers, des nouvelles techniques ou des nouvelles technologies, et auquel cas ça peut être aussi une opportunité d'aller vers des métiers qui sont en émergence et qui, grâce à une formation d'1 ou 2 ans, vont permettre de se projeter et d'arriver à aller vers une nouvelle entreprise. L'important, et c'est pour ça qu'on appelle le terme collectif, est important à tous les niveaux, entre l'ensemble des partenaires qui travaillent ensemble, les entreprises accueillantes par ailleurs, c'est qu'il faut réussir à bien comprendre sur 1 à 2 ans quel est le parcours le plus approprié, de manière à ce que le salarié ait vraiment des perspectives clairement ouvertes en fin de parcours pour pouvoir être embauché. Donc ce travail il se fait aussi au préalable, c'est un travail permanent, c'est pas au dernier moment qu'on identifie si une entreprise va être capable d'accueillir le salarié qui vient d'apprendre un nouveau métier. Donc c'est vraiment une approche collective. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous intervenez dans ce dispositif ? Oui, bien sûr. Comme on l'a vu, on se retrouve dans un enchaînement d'étapes parce qu'en fin de compte, cette approche étant collective, elle va impliquer l'intervention d'acteurs à différents moments. Donc là, nous étions arrivés au moment où les salariés volontaires, et je pense que ce mot, on le répétera plusieurs fois pendant l'émission, parce qu'il s'agit, comme on l'a dit, surtout ce n'est pas l'entreprise qui impose à ses salariés, ce sont uniquement les salariés volontaires qui pourront s'engager dans ce dispositif. Donc ça, c'est déjà très important. Ensuite, ce qui est l'étape vraiment importante, c'est que les personnes soient réellement accompagnées. Puisqu'on a dit que les transitions professionnelles, pour qu'elles soient réussies,
il faut bien sûr avoir des moyens financiers pour pouvoir les financer, mais il faut également que les personnes ne puissent pas se retrouver seules à prendre des décisions parce qu'elles n'ont pas, en général, à leur disposition les outils et les informations qui leur permettent de prendre les bonnes décisions. Puisque, en fin de compte, si on applique un théorème tout simple, c'est que on ne peut prendre des bonnes décisions que si on dispose de bonnes informations. Et donc, je pense que le coach qui est en notre présence saura le dire aussi, c'est vraiment une condition qui est sine qua non. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour apporter cette information ? Eh bien, on permet aux salariés d'être accompagnés, et de manière obligatoire, par un conseiller en évolution professionnelle. Donc, la dernière fois que nous étions venus dans l'émission, nous étions venus justement avec un représentant du réseau EVA, dont M. de Gaillan parlait, pour expliquer c'était quoi le conseil en évolution professionnelle. Donc, pour rappeler aux personnes, le conseil en évolution professionnelle, c'est de l'accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnement, c'est quand on marche à côté de quelqu'un. Et surtout pas quand on fait pour lui. Parce que l'accompagnement est destiné à rendre les gens autonomes. Oui, très important. Alors que souvent, dans la notion de conseil, on est beaucoup plus dans du pilotage, du guidage, etc. Et là, vraiment, on est dans une notion d'accompagnement. Donc, la décision sera celle du salarié. Simplement, le conseiller en évolution professionnelle vous apporte les outils, les méthodes qui vont vous permettre progressivement d'aller vers la décision qui vous semble être la plus pertinente pour votre propre avenir. Et ça, c'est vraiment des notions qu'il faut pas hésiter à répéter, puisque que ce soit dans une démarche collective ou dans une démarche individuelle, ce sont les mêmes principes qui vont s'appliquer. Donc, une fois que la personne est rentrée dans cette phase d'accompagnement, à un moment, le projet va se retrouver finalisé. Et donc, maintenant, il va falloir passer à la phase de réalisation, de mise en œuvre de ce projet. Parce que l'élaboration d'un projet, c'est bien, mais derrière, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, et ce quelque chose, c'est que maintenant, Transition Pro va pouvoir entrer dans une phase de financement du projet en respectant un certain nombre de critères, de points de passage obligés que je vais expliquer maintenant. La première démarche qui va devoir se faire, c'est qu'une fois que l'entreprise aura signé son accord, on l'a dit, de type GEPP, donc gestion des emplois et des parcours professionnels, cet accord, elle doit le faire enregistrer auprès des services du ministère du Travail. D'accord. Il y a un site de téléprocédure qui permet son enregistrement. Et son enregistrement permet la délivrance d'une attestation. Et donc, l'entreprise va devoir créer, dans un espace sécurisé sur le site Internet de Transition Pro, va devoir créer un dossier relatif à l'entreprise où elle va déposer ses documents et dire que maintenant, j'ai un certain nombre de salariés qui se sont inscrits dans cette démarche. Et donc, chaque fois que vous allez créer un dossier, le dossier individuel va se retrouver rattaché au dossier de l'entreprise. Oui. De manière à ce qu'il y ait en permanence une visibilité sur où en sont les gens, ce qu'ils font, etc. etc. Puisque, comme on l'a dit, on est dans une approche collective. Si c'était la démarche individuelle, ce ne serait pas du tout comme ça. Mais là, on est vraiment dans une démarche où l'entreprise et les salariés sont d'accord, ont signé un accord, et donc ils marchent ensemble. Donc, une fois que ce dossier a été déposé, maintenant, les salariés vont devoir faire un dossier individuel en fonction du parcours qu'ils ont l'intention de mettre en œuvre. Alors, dans Transition collective, on a parlé des durées qui étaient exceptionnellement longues, puisque là, on peut aller jusqu'à des durées de 2 ans. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on peut faire plusieurs formations. Chose qui n'est pas possible par ailleurs quand on est dans une démarche individuelle. Donc on peut très bien accumuler des dispositifs, des choix, par exemple faire une démarche de validation des acquis, puis une formation. On peut faire une démarche visant à obtenir, pour les personnes qui n'auraient pas de diplôme ou des diplômes obsolètes, pourraient faire une démarche vers la certification CLEA, qui permet de certifier un certain nombre de compétences de base et de connaissances, pour ensuite aller vers de la formation qualifiante, de manière à retrouver
de faire une mise à niveau nécessaire avant de s'engager dans un parcours qualifiant qui, lui, sera réussi de ce fait-là. Puisqu'on n'envoie pas les gens... On n'envoie pas les gens pour qu'ils échouent, on envoie les personnes pour qu'elles réussissent. Oui. Donc, si des prérequis sont nécessaires, il faut passer par cette phase de prérequis avant d'engager la personne dans un... Et sur 2 ans, on a quand même le temps de construire des parcours, même combinés. Donc ça, c'est intéressant. On peut également avoir, pour la réussite du parcours, à enchaîner 2 formations complémentaires qui seraient diplômantes, de manière à pouvoir permettre à la personne d'avoir un panel de compétences et de connaissances qui lui assure une forte employabilité. Donc on se rend compte que là, on a vraiment des outils exceptionnels, mais franchement exceptionnels. Ça fait quand même 20 ans que je suis au fond GECIF et puis à Transition Pro. Pas des choses et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. Je confirme. Oui, ça n'existait pas. Oui. Donc, et l'autre énorme vraiment différence avec c'est cet aspect collectif. C'est-à-dire que l'ensemble des partenaires, que ce soit l'État, la région, le service public de l'emploi, Pôle emploi, les missions locales, etc., tous les partenaires sociaux, syndicats de salariés, organisations patronales, les opérateurs de compétences qui financent les entreprises, les conseillers en évolution professionnelle, Transition Pro, enfin vous voyez, ça c'est vraiment inédit. Et donc ça permet d'avoir une vision collective sur des choix. Le marché, voilà, sur les choix. L'état de notre économie. C'est ça, oui. Des économies. Ça permet aussi de développer une offre de formation. Ça permet aussi aux organismes de formation, en ayant connaissance de la liste des métiers porteurs, de se dire, il nous faut mettre en place une offre de formation qui permette aux personnes de se former sur leur bassin de vie et de trouver de l'emploi sur leur bassin de vie. Et c'est logique, contrairement à la formation générale qu'on a, où tout le monde, par exemple, fait des formations de médecins, et puis finalement, il y a trop de médecins ou pas assez de médecins. Enfin, c'est beaucoup plus adapté. Alors, est-ce que je peux commencer à poser mes questions ou pas encore? Est-ce que je voulais juste finaliser le parcours. Donc, une fois que les personnes ont décidé de quelle formation, etc., elles vont donc monter un dossier avec un dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle, qui est donc venu remplacer le congé individuel de formation. Et donc, ce projet de transition professionnelle doit répondre à des critères habituels du projet de transition professionnelle. Ce sont les mêmes règles qui sont appliquées. Une ancienneté de 24 mois comme salarié, dont 1 an de présence dans l'entreprise. La possibilité pour également, pas seulement les salariés en CDI, mais les salariés en CDD, voire les salariés intérimaires aussi, avec des critères particuliers, de pouvoir s'engager dans ce dispositif. La possibilité également, donc on l'a dit, de prendre les personnes en charge sur la base de critères qui regroupent la cohérence du projet, la pertinence du parcours de formation et les opportunités d'emploi. C'est-à-dire que quand la personne présente son projet, elle doit présenter les éléments qui alimentent ces 3 critères. Et ce sont ces 3 critères-là. Il faut que les 3 critères soient suffisamment probants pour que Transition Pro puisse prendre la décision de financer votre projet. C'est génial. Donc, à partir du moment où, vu le travail d'accompagnement du CEP, je pense qu'on n'aura pas de difficulté à recevoir des projets qui soient cohérents, pertinents et avec des opportunités d'emploi réelles. Il faut aussi savoir que si éventuellement un métier ne figure pas, si un dossier concerne un métier qui ne figure pas sur la liste des métiers porteurs, mais que la personne apporte des éléments de preuve comme quoi elle aura une opportunité d'emploi, on peut très bien accepter de financer un dossier. C'est pas, le fait d'être sur la liste des métiers porteurs, ça constitue la colonne vertébrale, mais les personnes ont aussi des réseaux relationnels, ont aussi des démarches individuelles où elles se dénichent des opportunités individuelles, et on peut aussi financer des opportunités individuelles. D'accord. Alors, je prenais des notes tout à l'heure. J'ai 2 grosses questions. Vous avez un petit peu répondu, mais tout à l'heure, vous parliez de métiers fragilisés. Vous avez parlé, par exemple, comme exemple, de la crise. La première chose qui m'est venue en tête, c'est au niveau du tourisme de masse. J'imagine qu'on n'aura plus un tourisme de masse dans les années à venir que ce qu'on avait avant l'épisode Covid. Parce qu'on voit qu'en ce moment, même les pays qui ont rouvert les frontières sont en train de refermer, par exemple. Donc,
comment est-ce que les gens qui sont dans les métiers du tourisme de masse, par exemple, font partie des personnes à métiers fragilisés? Est-ce que ça fonctionne par secteur d'activité ou est-ce que c'est vraiment en fonction de l'économie locale? Alors, c'est vraiment en fonction de l'économie locale. D'accord. Le tourisme, c'est un bon exemple où il va falloir se poser les bonnes questions. C'est ça. C'est pas si simple que ça, parce que je pense que les professionnels du tourisme, ce qu'ils espèrent, c'est que courant 2022, au plus tard 2023, mais dès 2022, on reprenne suffisamment fortement pour qu'ils aient besoin de tout le personnel. Moi, j'ai rencontré encore la semaine dernière des professionnels du tourisme dans le domaine de l'hébergement. À 60% de chiffre d'affaires, c'est la totalité du personnel qui travaille. Ils ne peuvent pas se passer même de 20% de leur personnel. Parce que je leur demandais, mais l'activité partielle, vous ne la mobilisez pas, machin. Et non, c'est pas possible, j'ai besoin de tout le monde, même à 60%. Oui, et vrai. Derrière, mon objectif, c'est que je remonte progressivement au-delà de 80%, et donc si possible 100%, et puis repartir sur une vraie dynamique de développement comme ça l'était jusqu'à 2019. Moi, je ne suis pas pessimiste là-dessus. Je pense que oui, le tourisme va repartir. On n'a jamais été dans une logique de tourisme de masse comme certains de nos voisins des Caraïbes. On a des passages d'1 million quand même, on a touché le million. Il y avait un objectif très affiché par la région de 2 millions, etc. Donc oui, il y a une démarche très volontariste qu'il va falloir reprendre. Maintenant, derrière, sûrement que certaines structures vont devoir s'adapter par rapport à un contexte nouveau qui peut malheureusement un peu durer. Particulièrement. C'est pas nécessairement ces métiers-là sur lesquels on ciblera en priorité. Ça ne veut pas dire que ce sera fermé par rapport à cela. On va regarder ça de très près pour comprendre comment est-ce qu'on passe un tel cap, surtout quand on nous dit c'est peut-être 1 an de plus, c'est peut-être 2 ans de plus. Si la situation sanitaire nous laisse tranquille, moi je fais le pari que 2022 sera à nouveau une bonne année pour le tourisme guadeloupéen. Maintenant, franchement, personne ne va s'amuser à faire de pronostics dans un contexte aussi compliqué. Voilà, c'est ça, d'où la question. Mais effectivement, il y a toute une série d'activités sur lesquelles il faudra se poser les bonnes questions, pour lesquelles on travaillera en partenariat étroit avec les entreprises. On évoquait en sens inverse les métiers en tension, les métiers porteurs. 2 fois par an, on fait le travail avec l'ensemble des partenaires professionnels, aussi bien syndicats qu'organisations patronales, de remettre à plat ce que sont ces métiers porteurs. Donc l'exercice qu'on a fait en tout début d'année, qui est abouti fin mars, on va le refaire à la fin de l'année pour mettre à jour cette liste si on constate qu'il y a effectivement des besoins que nous n'avions pas identifiés, des nouveaux métiers comme on l'évoquait, etc., des nouvelles opportunités. Alors, merci. Et rapidement pour la deuxième question, justement sur les nouveaux métiers, tout ce qui concerne la biodiversité et notre population qui est de plus en plus âgée, est-ce que vous avez, par exemple, des métiers qui ne sont pas forcément connus, mais qui existent. J'ai reçu une dame l'autre jour qui avait une spécificité dans les personnes âgées pour le bien-être. Est-ce que ça, c'est des genres de choses que vous connaissez déjà, que vous proposez déjà, ou est-ce que, comme vous me disiez tout à l'heure, les gens peuvent venir avec leur offre d'emploi, mais est-ce que ce sont des métiers que vous pouvez développer ou comment ça fonctionne ? Alors, en fin de compte, il y a toujours un décalage entre l'apparition d'activités et l'offre de formation certifiante, puisque un des principes de ce dispositif, c'est de permettre aux personnes d'accéder à une offre de formation qui est certifiante, enregistrée par l'État. D'où ma question. Donc, du coup, mais de tout temps. Par exemple, on a connu pendant longtemps que les ostéopathes n'avaient pas de diplôme reconnu pour leur pratique, alors que beaucoup de personnes recouraient à l'ostéopathie en complément de la médecine, etc. On l'a vu pour la sophrologie, qui a été récemment aussi. Donc, on a toujours, en fin de compte, le terrain sur le terrain, les innovations. C'est là que se passent les innovations. Et derrière, il y a la régulation par l'État pour délivrer des certifications qui sont reconnues, pour réglementer les métiers, etc. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on pense qu'on va retrouver ce genre de décalage aussi dans ce type de... Mais comme il y a une volonté commune d'agir, quand
plus la volonté est commune, plus les obstacles, c'est assez facile de les lever, de susciter des modifications, de donner des informations. Donc, c'est ce que l'État demande, c'est qu'au niveau des régions, les choses apparaissent. Les choses apparaissent et puis que ça remonte et que là, on s'aperçoive qu'il y a des choses qu'il faut libéraliser, qu'il faut ouvrir, il y en a d'autres, il faut les fermer. Je pense qu'on est dans un mouvement naturel, quoi. On va nous demander beaucoup de souplesse. Ce qui est évoqué, c'est un exercice sur 2 ans, donc ça nécessite beaucoup de réactivité, être capable d'aller plus vite que par les années passées. La loi de 2018 permet ça aussi, beaucoup plus facilement de monter des opérations. Donc le dialogue, quand on parle de collectif et de ce fameux dialogue qui doit être à tous les niveaux, ça c'est vraiment indispensable. Ce qu'on évoquait, la pharmacopée qui se développe par beaucoup, exemple, ça fait partie des sujets sur lesquels on peut se poser beaucoup de questions. Exactement. En même temps, c'est évidemment un potentiel formidable, mais est-ce qu'on est capable de monter des formations de durée suffisamment importante pour que ce soit une vraie appropriation d'un métier sur lequel on est capable de... Parce qu'en plus, on est dans des métiers qui sont très réglementés. Donc voilà, tous ces sujets-là, toutes ces questionnements-là, il faut qu'on les ait, qu'on se les pose en collectif, de manière à garantir qu'on va vers les bonnes orientations et qu'on n'emmène pas les salariés vers des fausses pistes, parce que ça, ce serait donc c'est vraiment l'anticipation permanente et la compréhension. C'est un jeu d'échecs. Le coup d'après, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on s'est réorienté, qu'on a décidé que on était en fragilité sur tel aspect, on va avoir une phase intermédiaire transitoire, comme son nom l'indique, pour pouvoir aller vers, avec une formation, et garantir que l'arrivée, elle est effectivement bien identifiée, bien comprise, et que les entreprises derrière seront au rendez-vous pour pouvoir accueillir ces nouvelles compétences. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et on va venir vers vous. Bonsoir. Alors, vous êtes en train de nous travailler sur le coaching en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, mais j'écoutais le dispositif, c'est très intéressant. Ouais. Et les dispositifs innovants, très intéressants. Et il faut pouvoir y répondre. Tous les salariés qui ont entendu l'information cet après-midi, tous ceux qui souhaitent se reconvertir, moi, je suis dans l'accompagnement de l'humain. Vous savez, dans l'entrepreneuriat, on recherche des partenaires très souvent quand on a un projet ou quand on veut créer son entreprise. On pense aux banquiers, on pense à la forme juridique, on pense à faire une étude de marché, on pense à trouver un fournisseur. Quelquefois, on va jusqu'en Chine. On cherche des partenaires. Et on oublie quelquefois le plus important, soi-même. Effectivement. Alors, quand on y pense, on se dit, oui, mais c'est quand même important, il faut que j'investisse en moi. Et on va vers la formation. La formation, c'est très important. Il s'agit de transmission de compétences. On acquiert de nouvelles compétences, ce qui nous permet de les mettre en œuvre dans un nouveau métier. Mais ensemble, pendant quelques temps, on va parler vraiment de l'investissement en soi, mais sur le point de vue humain. Nous-mêmes. Qui j'en nous y est? Qui j'en nous regardez nous? Et on va démarrer un petit cheminement ensemble. Et si, je crois que c'est Jordan, s'il veut bien passer la première image. La première image. Alors, on va parler de ça sans se prendre trop au sérieux. Le coaching, c'est quelque chose de très sérieux. C'est un métier certifié, Bac+5. Ce sont des gens cravatés qui voient des chefs d'entreprise, des PDG. C'est nous-mêmes. On va essayer de démocratiser ça et on va faire un cheminement ensemble. Les téléspectatrices et téléspectateurs, vous voyez, je n'ai pas trouver d'autres images plus parlantes que celle-là. Je sais qu'il n'y a pas d'iceberg aux Antilles, on est d'accord, pas ni problème à ça, mais c'est très très parlant. Quand vous voyez un iceberg, vous vous rendez compte que les 3/4 de la masse sont invisibles. Invisibles. Et pourtant existent. Et quand on vous voit, quand on me regarde, messieurs, quand je vous regarde, je vois la partie qui est immergée, la partie qui est visible. Et il se trouve que tout en haut, il y a l'affirmation de soi. C'est ce que je fais devant vous. Je suis devant le micro, je m'affirme, je parle, j'ai mon polo rose, je claque, je me la pète. Mais derrière tout ça, il y a tout un travail qu'on ne voit pas. Il y a toute une construction de la personne qu'on ne voit pas. Et c'est ce qui est intéressant. Donc si on peut regarder cette diapo, on voit qu'on va cheminer pendant la première, Si on peut revenir sur la première diapo, on va cheminer ensemble. On va partir de l'estime de soi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en quelques minutes. Que l'estime de soi. La prochaine fois, on va aller vers les croyances. Ensuite, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Je sais, ce sont des thèmes, on a entendu, réentendu, c'est saoulant, je sais, mais c'est la base. Et c'est important. C'est super important. Donc, on va essayer de démocratiser ça. On va démarrer avec l'estime de soi. Donc, j'ai voulu rendre ça très simple pour que ça puisse intéresser les grandes personnes,
les adultes, les enfants. Les enfants. Très important. Très important, les enfants. J'ai présenté d'ailleurs ce support dans différentes écoles. Alors, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le jugement, l'évaluation que l'on fait de soi-même. Le regard que l'on porte sur soi. Si ce qu'on voit nous plaît ou pas. En gros, comme c'est écrit, c'est une estimation de sa propre valeur. Le plus souvent, c'est inconscient. On ne s'en rend pas compte. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Le plus souvent, on a un regard sur soi plutôt négatif. Et on parlait du dispositif tout à l'heure. Les personnes qui regardaient ces messieurs très sérieux doivent se dire, mais est-ce que je vais y arriver? Je suis trop nul, je suis trop grosse, je suis pas assez bien, je suis pas assez bosseur, je suis trop bête. Je caricature, mais très souvent, c'est le cas. Encore mon fils, qui avait le brevet ce matin, me disait, je suis nul en maths. Ouais, effectivement. On ne naît pas nul en quelque chose. On ne naît pas, ce n'est pas dans nos gènes, dans notre sang d'être nul en quelque chose. Donc, il faut travailler les c'est un regard que l'on a sur soi et qui n'est pas valorisant. Et c'est très souvent le premier regard que l'on a. Et méfiez-vous, même les personnes les plus extraverties, qui réussissent, même Mike Tyson, avant d'aller sur le ring, avait peur. Il l'a avoué, il avait une peur maladive. Tant qu'il n'avait pas les gants dans les mains, il tremblait. Et c'est à ce moment-là où il se transformait et devenait une machine. Donc on va passer à la diapo suivante. L'estime de soi, on a compris, ça a un impact. C'est un impact important. Lorsqu'on a une haute estime de soi, on n'a pas de mal, donc vous voyez le schéma sur la gauche, on n'a pas de mal à réaliser des actions fréquentes. Quelquefois on réussit et on se félicite. L'estime de soi augmente et c'est un cercle vertueux. Tout ce que je passe là est disponible sur Google. C'est libre, n'hésitez pas à y aller. Et puis, également, quand on a une haute estime de soi, on fait des actions fréquentes et il peut arriver qu'on échoue. Mais à ce moment-là, on relativise. Bon, je pense que je suis un bon coach. Je suis venu à la télé cet après-midi. Oh là là, je pense que j'ai été nul. Non, j'ai pas réussi à me faire comprendre. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je vais mieux préparer mon sujet. Voilà, parce que j'ai une bonne estime de moi-même. Par contre, sur la droite, quand on doute, quand on a une mauvaise estime de soi, on va agir très rarement. Le dispositif dont ces messieurs parlaient, qui est très très intéressant, j'invite tout le monde à prendre connaissance, tous ceux qui veulent se reconvertir. Il y a beaucoup de dispositifs en Guadeloupe. Oui. Et il y a très peu de personnes qui osent. Oui. Donc les actions sont rares. On n'ose pas. Et les rares fois où on ose, quand on réussit, on doute quand même. Et l'estime de soi reste inchangée. On reste avec cette mauvaise estime de soi. On se dit, on a eu de la chance. Voilà. Et puis, toujours cette mauvaise estime de soi, quand on agit rarement et quand on échoue, alors là, c'est catastrophique. On se dévalorise, l'estime de soi diminue, alors que la plupart du temps, les échecs, c'est le premier succès. Il y a même un jeu dont M. parlait qui s'appelle les échecs. Pour pouvoir apprendre, il faut perdre. Effectivement. C'est un jeu magnifique d'ailleurs. Je salue le président de la Ligue de Guadeloupe. Donc, vous voyez l'impact de l'estime de soi. À partir du moment où vous avez une bonne estime de vous, vous avez un entourage valorisant qui, depuis l'enfance, vous encourage. Et puis, quelquefois, on ne bénéficie pas forcément de cet environnement où on a des retours plutôt négatifs. Vous voyez que c'est un impact direct. Donc, le regard que vous avez sur vous, messieurs, dames, est déterminant. On va passer à la diapo suivante. Alors, la question que vous devez vous poser peut-être, c'est quelles sont vos forces? Quels sont vos atouts? Personne n'est nul. Personne n'est fondamentalement nul. Même si vous avez tout échoué dans votre vie, vous êtes forcément quelque chose qui vous anime. Vous êtes peut-être créatif, curieux, persévérant, discipliné. Vous avez une âme de leader, vous êtes quelqu'un de prudent, vous avez de l'humour, vous êtes optimiste. Vous avez forcément quelque chose à cultiver en vous. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience et ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. C'est vraiment un regard personnel qu'on doit avoir sur soi. Si on peut passer à la diapo suivante, et je vais ici développer l'illusion de cette estime de soi. Nous sommes dans une société consumériste, moderne, et nous recherchons cette estime de nous-mêmes, nous recherchons cette valorisation de notre personne à travers deux illusions, le faire et l'avoir. Alors le faire, c'est très souvent l'activité professionnelle ou l'activité associative que la personne peut réaliser. Je suis président de, je suis directeur de. Je vous invite à aller sur LinkedIn, je vois rarement des employés, je vois que des directeurs. C'est à croire qu'il n'y a pas de collaborateurs sur LinkedIn. LinkedIn, c'est à croire que c'est uniquement des responsables. Donc c'est très valorisant pour certains
d'avoir ce titre, et on peut même se déchirer pendant des années, on peut mettre un pays entier en retard, rien que pour un titre. Le titre est très très valorisant et on en a besoin, de se raccrocher à ce titre. Et ça peut être très, très simplement président d'une association, mais ça nous porte, ça améliore le regard que l'on a sur soi, mais c'est une illusion. Et bien sûr, l'avoir. Alors l'avoir, je pense que vous voyez tout de suite de quoi je veux parler. Ce sont les biens matériels, les voitures, les maisons, l'argent, toujours plus de consommation. Bling, bling. Alors ce n'est pas une critique de la société, mais il faut tout de même admettre, il faut avouer que nous nous laissons embarquer dans ces illusions. Essayez d'imaginer quand vous avez une collègue qui est toute la journée assise à côté de vous et vous avez à peu près la même gamme de voitures et puis du jour au lendemain, elle achète une voiture d'une gamme plus importante. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous ressentez? On a un lien direct par rapport à ce qu'on possède. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des téléphones à 1 500 € ou des chaussures à 250 €. Et des collégiens aujourd'hui ont besoin d'avoir une paire de baskets qui fait 200 € parce que sinon ils se font moquer pendant une année scolaire entière. Ça démarre là. Donc ce sont des choses, on ne s'en rend pas compte, on est dedans. Mais ce sont des illusions. On va passer à Jordan, si tu veux bien. Ben, il se trouve que, concrètement, faisons le point, tous ceux qui nous écoutent là, nous sommes tous uniques. Nous sommes tous uniques. Alors les personnes qui ont un niveau d'instruction élevé vont penser que j'enfonce des portes ouvertes. Mais il y a beaucoup de personnes en Guadeloupe qui ont besoin de prendre conscience de ça. Vous êtes unique. Vous avez un gène humain unique. Le diamant que vous voyez là, tous les diamants du monde sont uniques. Et à la base, ils sont générés avec de fortes pressions sous le sol. Ils sont très souvent cachés par beaucoup d'impuretés et il faut faire tout un travail de façonnage pour pouvoir révéler ce diamant. Eh bien, c'est tout le job qu'on va entreprendre de faire ensemble, Sabine et Entreprums, pendant les prochaines chroniques. La diapo suivante, s'il te plaît. Alors, il se trouve, on disait que nous avons tous de la valeur. Eh bien, Howard Gardner, donc dans les années 70, il a développé cette théorie. Il a développé donc une théorie des intelligences multiples. Il se trouve qu'on aurait 9 types d'intelligences différentes. Alors pourquoi j'en parle? C'est très important ça. J'en parle parce que très souvent on a le test du QI comme référence. Ou bien, de point de vue scolaire, ils sont bons en maths, ils deviennent scientifiques. Ils sont bons en lettres, ils deviennent ceci, cela. Et puis tous les autres, en fait, sont considérés comme des nuls. Voilà. Ben, c'est un gros problème. Parce que tous ceux qui se sentent mis de côté, vous n'êtes pas nuls. Et excusez-moi le terme, vous n'êtes pas des couillons. Non, c'est que vous ne savez pas ce qui fonctionne chez vous. Alors, on va prendre le temps de regarder ensemble, pendant les quelques minutes qui nous restent, les différentes intelligences. Alors, si vous pouvez regarder à l'écran. Il y a l'intelligence linguistique, donc je vais aller vite. L'intelligence linguistique consiste à utiliser le langage pour comprendre les autres et pour exprimer ce que l'on pense. Donc les métiers, politiciens, conférenciers, avocats, poètes, écrivains, tous ceux qui peuvent lire et parler dans un domaine respectif pour résoudre des problèmes, créer et comprendre. Là, vous voyez clairement, actuellement, je suis dans une intelligence linguistique. Il y a l'intelligence logico-mathématique, donc c'est la capacité de logique, d'analyse, d'observation, de résolution de problèmes. Donc ce sont des métiers scientifiques, informaticiens, médecins, mathématiciens. Il y a l'intelligence intrapersonnelle, donc c'est l'aptitude à faire de l'introspection, à revenir à l'intérieur de soi, à identifier ses sentiments, à être à l'écoute de ses émotions. Sachez, si vous trouvez pour vous que c'est un défaut, il se trouve que c'est une qualité. Et c'est un gros métier même. C'est très porteur, ça peut vous ouvrir des portes. Donc vous pouvez être animatrice ou animateur, artiste, bibliothécaire, comédien, conducteur de camion, cuisinier, danseur, graphiste, informaticien, jardinier, médiateur. Musicien, philosophe, photographe, poète, psychologue. Donc, si vous êtes chez vous et que vous pensez que vous êtes nul, vous avez peut-être le potentiel de très grands psychologues. Effectivement. L'intelligence interpersonnelle ou sociale permet à l'individu d'agir et de réagir avec les autres. Donc, ce sont les interactions, de constater les différences de caractère, les motifs d'action des uns et des autres. Ce sont des gens très perspicaces, très observateurs. Et là aussi, c'est une qualité qui peut vous mener vers des métiers de l'organisation, vers des métiers liés au leadership.
Et très souvent, ce sont des qualités qui s'exercent dans le monde associatif, mais que vous pouvez professionnaliser. Pour avancer, l'intelligence visio-spatiale. Alors, dans le document, c'est l'intelligence visuelle spatiale. Donc, elle permet à l'individu de se faire une représentation spatiale du monde dans son esprit. Donne la possibilité de créer des œuvres d'art et artisanales, d'agencer. Voilà, bien sûr, les géographes, les peintres, dessinateurs de mode, architectes, photographes, stylistes, caméramans. Eh ben voilà. Jordan, tu nous écoutes? L'intelligence kinesthésique est la capacité d'utiliser son corps ou une partie de son corps. Les athlètes, les menuisiers, les chirurgiens, les comédiens. On avance, mais c'est important de le stipuler pour que toutes ces personnes se sentent concernées. L'intelligence musicale, la capacité de penser en rythme et en mélodie, de reconnaître des modèles musicaux, de les mémoriser, de les interpréter. Danseurs, chanteuses, chorégraphes, vendeurs d'instruments de musique. L'intelligence naturaliste, avec la biodiversité que nous avons, permet à l'individu de classifier, de discriminer, de reconnaître et d'utiliser ses connaissances sur l'environnement naturel. Nous avons des compétences, des intelligences multiples en Guadeloupe et nous avons tout un potentiel qui ne demande qu'à être exploité. Les biologistes, botanistes, écologistes, océanographes. Ouais. Océanographes, citez-moi le nom d'un océanographe guadeloupéen. Et pourtant, on est en plein milieu de la mer. Les zoologistes, les explorateurs, les chasseurs, les pêcheurs, les chefs cuisiniers. Et puis, il y a un dernier qui est arrivé il y a une petite dizaine d'années. C'est l'intelligence existentielle. Donc, la capacité à s'interroger sur la vie et son fonctionnement. La capacité à philosopher et sensible à la spiritualité. Et nous voyons aujourd'hui qu'une jeunesse est en quête identitaire et en quête de spiritualité. Et c'est très intéressant là aussi d'avoir des personnes qui sont nourries par cette intelligence et qui permettent de développer des thèmes. Donc nous avons vu ensemble, pour mon parcours en Guadeloupe, nous avons tous au moins plusieurs de ces intelligences, mais pour cela, il faut avoir une bonne estime de soi, il faut être accompagné, comme ces messieurs disaient, pour les reconnaître et pour pouvoir développer une activité professionnelle. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, Jordan, s'il te plaît? Alors, vous avez vu, on a fait vite, mais on a parlé du gros œuvre de la maison. On a parlé de la base, l'estime de soi, le regard que l'on a sur nous. On est revenu sur cette diapo pour vous donner envie, téléspectatrices et téléspectateurs, de nous écouter lors de la prochaine chronique, parce qu'ensuite on va passer aux croyances limitantes, aux croyances qui nous limitent, qui nous empêchent de sortir de notre canapé et de profiter du dispositif, je l'ai noté, du dispositif transition collective par exemple, qui vous empêche d'oser aller en parler à votre employeur. Et puis enfin la confiance en soi et l'affirmation de soi. Donc c'était fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Partagez-moi ça parce que franchement c'est génial. Merci à vous. Alors, très rapidement, en 30 secondes, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne, la dernière diapositive pour le ministère du Travail. Donc, il y a une adresse mail et il y a un séminaire, c'est ça? Tout à fait. Il y a un webinaire qui se déroulera le mercredi 7 juillet de 9h à 10h, qui est fait précisément pour les entreprises. Et c'est particulièrement intéressant de s'y inscrire. Ce sera un travail là aussi collectif. Ah ben voilà. Tous les partenaires seront présents pour pouvoir faire cette présentation, y compris des entreprises qui vont venir témoigner. Moi j'ai plusieurs collègues, c'est pas moi qui met ça tout ça en place. À la DETS, j'ai plusieurs collègues qui contribuent et qui contribueront tout le long de cet exercice qu'on considère effectivement vraiment porteur et formidable en termes d'opportunités pour nos salariés. Bon merci beaucoup, c'était génial la chronique, franchement j'ai adoré. Donc merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. Au revoir et bonne semaine à tous. Merci, au revoir.